sécurité alimentaire, en fait, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est qu'on parle d'un contexte dans lequel les gens ont accès à une quantité suffisante de nourriture, d'aliments sains, frais, diversifiés, à des prix qui peuvent se payer. C'est ça, la sécurité alimentaire. Dès que tu es obligé de commencer à compter pour acheter, dès que tu n'arrives pas à combler tes besoins en alimentation, dès que tu n'es pas capable d'avoir accès à une saine alimentation, tu es en situation d'insécurité alimentaire. Puis ça soulève aussi beaucoup le fait que les gens, quand ils n'ont pas beaucoup de sous, ils vont acheter des produits qu'on appelle à très peu nutritifs, des produits, ce qu'on dit généralement, des produits qui vont bourrer, qui vont donner la sensation d'avoir mangé, mais dans le fond, ça ne nourrit pas. Ça fait que ton corps a encore besoin de vitamines, de protéines, de tout plein d'éléments nutritifs, puis tu n'arrives pas à y donner. Ça fait que ce qui arrive au bout de la ligne, c'est que l'insécurité alimentaire, c'est pour ça qu'on dit que ça conduit nécessairement à des situations où les gens sont plus facilement fatigués, plus facilement irritables, plus facilement malades. Ça fait que c'est ça les conséquences de l'insécurité alimentaire. Bien, de prendre le temps, premièrement, de faire le constat, regarde, là, j'ai de la misère en ce moment à bien me nourrir, puis d'aller chercher de l'aide parce qu'on ne réalise pas. Mais si je parle de la MRC Maria-Chapdelaine, il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup d'organismes sur le milieu, dans différents secteurs d'activité, qui font de l'aide alimentaire. Il y a nous autres ici, on est vraiment une situation, une porte d'entrée. Quelqu'un qui est en situation d'insécurité alimentaire, il peut venir ici, puis on va être capable de lui faire du référencement, soit pour trouver de la nourriture tout de suite, ou encore de se trouver des moyens pour être capable de s'alimenter à plus long terme. Il y a des cuisines collectives, il y a le centre, il y a le service budgétaire, il y a la soupe populaire. La soupe populaire, c'est un lieu où on peut fréquenter assidûment quand on n'a pas les moyens. Ils sont là pour ça. Puis je sais que ces gens-là, ils font beaucoup d'efforts pour être capables de trouver de la bonne alimentation pour les gens. Là, nous, on est en train de travailler avec des portions de mets préparés, justement parce qu'on se rend compte que les gens qui vivent de l'insécurité alimentaire, en général, ils vivent dans des conditions physiques, dans des logements où ils ne peuvent pas se faire de la nourriture. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est une situation d'insécurité alimentaire parce que tu es dépendant de mets préparés. Ça fait que ça a un impact direct là, sur la sécurité alimentaire. Alors, on essaie de leur préparer des plats ici à coût vraiment très abordable, très modique, et vraiment en bas du prix coûtant, pour qu'ils puissent avoir accès à de la bonne nourriture sur une base régulière. Parce que là aussi, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est la base régulière. Il faut être capable de se payer à tous les jours des aliments sains. S'il arrive une journée ou deux que là, tu n'arrives pas à te nourrir comme du monde, c'est une situation d'insécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, là, à un autre niveau, on peut dire que c'est premièrement arrêter de jeter de la nourriture. Hein? C'est premièrement ça. Puis peut-être regarder de notre côté qu'est-ce qu'on peut produire chez nous. On parle de désert alimentaire. On a 5 municipalités qui n'ont plus d'épicerie, qui n'ont plus de lieu d'épicerie. Alors, Rémi a travaillé à fonder les comptoirs solidaires dans les petites municipalités. Bien, ça, mine de rien, ça fait quand même en sorte que ça fait un nouveau lieu de rencontre. Ça fait parler de bouffe. Ça fait s'entraider. Il y a les cuisines collectives. Tous les comptoirs solidaires sont équipés pour recevoir des cuisines collectives. Alors, puis ça vient démarginaliser, je veux dire, les gens qui ne mangent pas à leur faim tous les jours. C'est que la sécurité alimentaire, c'est si tout le monde jardinait un peu, puis si tout le monde faisait, dans le fond, tout le monde faisait sa part. La ville de Dolbeau-Mistassini, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Peut-être que vous pourriez commencer à mettre pas mal plus de choses mangeables dans vos plates-bandes. Parce que c'est beau les fleurs, mais pourquoi pas nourrir la population aussi à partir des végétaux que de toute façon on fait pousser. C'est que c'est pas... La sécurité alimentaire, je veux dire, c'est pas seulement pour les populations vulnérables, ça devrait être un mode de vie, en fait. On devrait se préoccuper, tout le monde, que tout le monde sur la planète ait de quoi manger. Ça fait que c'est pas pour rien que le végétarisme prend de l'ampleur, puis que le véganisme prend de l'ampleur, parce que de plus en plus, les gens ont un souci
en fait, qu'il n'y a personne qui meurt de faim sur la planète, là, pas juste chez nous. Tu sais, ça fait qu'il faut voir autrement notre style d'alimentation, puis de faire des circuits courts. Puis, tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a quelqu'un qui a lancé l'autre jour, il faudrait qu'on devienne tous bio. Bien, c'est bien intéressant, mais en même temps, tu sais, moi, je suis dans un pays de grande culture, ici à Sainte-Marguerite-Marie, puis, tu sais, ils veulent bien réduire le fait d'utiliser des pesticides puis tout ça, mais en même temps, ils sont bien conscients que faire de la patate, c'est pas simple de faire ça biologique, là. Ça fait que, tu sais, on a tous une petite part à y faire, puis la sécurité alimentaire, comme je vous dis, ça devrait être un enjeu mondial et non pas une mode, là. Faut surtout pas que ça devienne un mot à la mode, là, tu sais, parce que, hein, des mots à la mode, on en entend beaucoup sur toutes sortes de sujets, puis, tu sais, il y a les extrémistes d'un bord, puis, tu sais, ça fait que je pense qu'il faut juste se soucier que tout le monde ait quelque chose à manger, puis là, bien, pour ça, il faut réduire notre consommation de viande, tout le monde, parce que c'est pas normal qu'on nourrisse les animaux, dans le fond, qu'on va manger avec les grains que les autres mangent pas, tu sais, puis qu'on prenne du maïs pour mettre dans l'essence, alors qu'il y a des gens qui mangent pas. Tu sais, la sécurité alimentaire, c'est tout ça. C'est d'avoir une vision élargie de c'est quoi, tu sais. Déjà d'en prendre conscience, d'être conscient, de savoir consommer mieux, parce qu'il ne faut pas oublier que, je ne sais pas si vous avez vu, cette semaine, la Terre est à crédit depuis mardi. C'est 2 jours de plus tôt que l'an passé. C'est 2 mois de plus tôt qu'il y a 100 ans. Puis le Canada, si la Terre vivait à crédit selon ce qu'on consomme au Canada, on serait à crédit depuis le 18 mars. Le Canada est le 6e pays au monde qui consomme et gaspille le plus. Fait que déjà, en tant que consommateur, je pense qu'on devrait avoir parce que, tu sais, tout à l'heure, tu me parlais de on donne du blé aux vaches, puis on ne nourrit pas nos mondes. Il faudrait commencer à voir le gaspillage alimentaire que nous, on fait, la surconsommation dans laquelle on vit. Parce que s'il y avait un partage équitable des richesses, bien, il n'y en aurait pas d'insécurité alimentaire. Fait que pour ça, je te parlais tout à l'heure au niveau des gouvernements. S'il y en a un gouvernement qui serait capable d'arriver puis de dire, on peut-tu avoir un partage équitable de tout ce qu'on produit, bien là, on aurait déjà, parce qu'il y en a de l'argent pour être capable d'éliminer la sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire, mais il faut qu'il y ait des actions qui soient prises en considération puis qui soient mises en marche. Ah, il y a toutes sortes de choses. C'est sûr que la situation économique, on entend souvent parler le salaire à 15 $ de l'heure. C'est vraiment une nécessité. Nous autres, on le voit, quelqu'un qui travaille à temps plein puis qui a payé toutes ces choses puis qui est au salaire minimum, il n'arrive pas à payer, à se donner une alimentation saine sur une base régulière. Ça, c'est sûr, il va être obligé de couper à des choses. Les gens qui ne cuisinent pas, parce que, veut pas, quand on cuisine, ça nous coûte beaucoup moins cher. On a un meilleur accès à des produits peu coûteux. Puis on est capable de calculer, de faire attention à tout ce qui est sel, sucre, gras, toutes des choses qui sont pas nécessairement saines pour la santé. Ça fait que oui, de cuisiner, les gens qui ont une carence au niveau culinaire, ça conduit à de la sécurité alimentaire aussi parce qu'on va développer une dépendance par rapport aux produits transformés, aux mets transformés. Puis, bien, ça coûte plus cher. Ça fait qu'évidemment, bien, ça affecte le budget. La nourriture s'est rendue vraiment très chère. Le prix des légumes a augmenté de 17,3 en un an. Puis là, on le sait, au niveau de l'alimentation, un des facteurs qui est déterminant, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a le producteur, il y a les distributeurs, les transformateurs, puis il y a le détaillant. Le producteur, au bout de la ligne, ils sont toujours, eux autres aussi, en situation où ils n'ont pas des prix très, très élevés. Là, je viens d'apprendre, justement, ce matin, qu'il va y avoir des grosses augmentations au niveau des prix de transport.
Ça fait que là, déjà là, ça va avoir un autre impact sur le prix du produit final au niveau du détaillant. Les distributeurs qui deviennent de plus en plus des joueurs importants dans le milieu, bien, ils prennent des marges de plus en plus grandes. Ça fait que quand tu arrives au bout de la ligne, quand tu achètes ton produit, il y a une grosse marge de bénéfices qui s'en vont là-dedans, qui sont aux distributeurs, aux transformateurs, aux détaillants. Ça fait que c'est clair que les aliments, c'est devenu très, très cher. Puis les gens sont obligés de faire des choix. Puis nécessairement, des fois, c'est pas souvent les meilleurs choix à cause des produits qui sont là. Puis nous autres, c'est pour ça qu'au garde-manger, on a vraiment le prix coûtant. C'est déjà une grosse économie. On parle à peu près 30 en général. Mais c'est clair que si on était capable d'avoir du transport gratuit ou encore des coûts de transport moins élevés, on pourrait offrir des coûts encore plus bas. On parle beaucoup d'environnement, de saine alimentation, de saines habitudes de vie, mais on oublie beaucoup là-dedans le côté sécurité alimentaire, parce que les saines habitudes de vie et la saine alimentation, il faut être capable de se la payer. Ça fait que moi, des fois, je suis un peu perplexe quand je vois qu'on est dans des milieux défavorisés. On parle aux enfants de saine alimentation, de saine habitudes de vie. Mais les pauvres petits-enfants, ils se retrouvent chez eux le soir, puis ils ne peuvent pas faire de sport parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils se nourrissent mal parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils mangent des toasts à beurre de peanut ou des sandwichs au ketchup ou des affaires comme ça. Ça fait que je pense que oui, il faudrait inclure la sécurité alimentaire dans tout ce discours-là aux enfants pour qu'ils puissent être capables de faire la part des choses. OK, je sais c'est quoi, mais oups, moi, je ne suis pas capable de me payer. Oups, moi, je ne le vis pas chez moi. Qu'est-ce que je fais? Comment ça se fait? Juste pour pas que les enfants, parce que là, on est en train, quand ils voient ça, les enfants, ils disent « Wow, c'est un autre monde, ça. Où c'est que ça se passe, ça? » Ça fait que je pense que oui, c'est important que ce soit inclus là, dans les apprentissages au niveau des enfants. Bien, manger local, c'est sûr que nous, on fait un gros effort pour aller chercher au niveau local tous nos produits qu'on peut avoir ici. Parce que c'est un enchaînement, ça. Comme on dit souvent, premièrement, ça va coûter moins cher de transport. Ça va avoir un impact sur les gaz à effet de serre, le carbone, tout ce qui vient avec. Mais en plus, c'est que ça fait vivre des gens de la communauté ici. Puis, comme on a fait, c'est le même principe des comptoirs solidaires qu'on a mis en place. Chaque dollar qui est dépensé en dehors de la communauté ou en dehors du local, c'est un appauvrissement au niveau local. Fait qu'à l'inverse, chaque dollar qui est dépensé au niveau local, c'est un enrichissement. Puis l'enrichissement, il se vit, bien, premièrement, ça va vous coûter moins cher, mais en plus, vous faites vivre du monde qui sont ici. Fait que ces gens-là, plus il y a de monde qui habite, plus il va y avoir du monde qui vont vouloir rester, plus on va être capable de produire, plus on va être capable de trouver sur place, au niveau local, tous nos besoins. Parce que c'est sûr qu'en ce moment, on a de la misère à trouver tous les produits dont on a besoin, mais plus on va acheter local, plus on va être capable de développer au niveau de nos entreprises tout ce qu'on a de besoin. Oui, il y a quand même plusieurs... on parle des jardins bioforestiers à Gérardville. C'est quand même un des plus gros producteurs de légumes biologiques au Québec. Puis il y a plusieurs entreprises, des entreprises de légumes potagers qui sont assez grands, avec qui on est capable d'avoir des paniers puis aller régulièrement s'approvisionner en saison. On a une belle brochette de transformateurs régionaux. On a du miel, on a des confitures, on a du fromage, on a du yogourt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du lait, Nutrinor, c'est quand même local. Après ça, nous autres, on a tous ces produits-là, on les a tous ici en vente à nos membres. Plus on va acheter local, plus on va avoir des petites entreprises qui vont se développer. Qui vont s'assurer comment je dirais ça, un avenir plus à long terme. Puis ça a juste un impact positif au niveau environnemental parce que on le sait que ce qui a un impact négatif au niveau environnemental, c'est des grandes surfaces de monoculture.
Ça fait que plus on va avoir de petites entreprises qui vont faire de différentes cultures, puis même des potagers diversifiés, ben c'est bon pour la terre parce qu'ils sont capables de faire des rotations de culture. Ça nourrit la terre, ça la garde en vie. Puis là, on est capable d'aller chercher des produits de qualité. Puis, comme on disait dans le temps, on se nourrissait des produits qu'il y avait sur la terre, que tous nos ancêtres qui ont vécu ici, là, il y a 100 ans, ils mangeaient ce que la terre produisait. On est capable de trouver beaucoup de produits. Au niveau, on le sait tout, au niveau des fruits, on a les camerises, les bleuets, les framboises, les fraises. Ça fait qu'il y en a plein qui poussent, là. Ça fait que ça, c'est toute une autre source d'approvisionnement local qu'on devrait être capable de supporter. Ensuite, bien, au niveau des fruits et des légumes, comme je disais tout à l'heure, il y a bioforestier, mais il y a aussi plusieurs jardins collectifs autour qui commencent à s'installer. Puis la population devrait être partie prenante là-dedans. Le jardin collectif à Maria-Chapdelaine, on a justement de ce côté-là, il y a ce qu'on appelle la forêt nourricière, une des plus grandes au Québec, une des plus diversifiées. Je pense qu'il y a à peu près une centaine d'arbres qui ont des fruits comestibles qui sont sur cette place-là. Puis c'est une des plus grosses au Québec, puis on ne le sait pas. Il faudrait que la population participe, il faudrait qu'on puisse en prendre soin, puis qu'on puisse la faire grandir. Mais c'est vraiment un outil important pour la région, ça, au niveau local. Puis on entend parler beaucoup ces temps-ci avec le glyphosate qu'on trouve partout dans les cultures, les herbicides, les insecticides. Ça a un impact négatif dans tous les niveaux, là. On fait juste penser, premièrement, au niveau alimentaire. On sait qu'on en retrouve des traces là-dedans quand on se nourrit. On dit que le céleri, c'est un des pires en ce moment au niveau des produits toxiques qu'on est obligé de mettre pour qu'on soit capable d'avoir un beau céleri qui puisse être dans l'épicerie. Bien, c'est bourré d'insecticides, puis de fongicides et compagnie. Ça fait que c'est clair qu'on trouve tout ça. Ça a un impact sur l'environnement. Puis en plus, c'est que les abeilles, qui sont aussi importantes pour la survie de l'humanité, bien, ils sont attaqués directement par ces produits-là. Ça fait que plus vite on va les éliminer, mieux ça va être pour nous autres. Ça aussi, ça a un impact là, au niveau environnemental. On est dans une période où il faut tout se remettre en question. Juste les sacs de plastique, l'habitude qu'on a développée avec ça, c'est terrible pour l'environnement. Là, nous autres, on va les couper au mois de septembre ou décembre, il n'y aura plus aucun sac de plastique ici. Ni même pour le vrac. Les gens, s'ils veulent du vrac puis ils viennent, ils n'ont pas de sac, on va dire, bien, c'est de valeur, retournez, mais revenez avec votre contenant parce qu'on n'en aura plus. Ça va être un pas que nous, on va faire, mais il faut que les gens se prennent en main là-dedans aussi. Mais pas juste les gens, on met souvent tout le dos sur le consommateur, mais les gouvernements aussi devraient prendre des positions très fermes par rapport à ça pour empêcher justement que des compagnies vendent des produits qui sont bourrés de suremballage. C'est clair qu'il faut regarder aussi notre alimentation. L'alimentation au niveau de la viande, on sait que ça a un impact énorme au niveau environnemental, la nourriture des bovins. Ça fait que c'est clair qu'il faut en manger moins, mais changer cette habitude-là à des gens qui ont été habitués, qui ont grandi en mangeant, je sais pas moi, 4-5 kilos de viande par semaine, puis dire, bien, regarde, l'idéal, il faudrait que vous mangiez à peu près 1 kilo par personne de protéines animales par semaine. Bien, c'est 75 de changement dans son alimentation. Fait que ça prend du temps. Ça fait que c'est clair qu'il y a des changements. Il faut qu'en tant qu'individu, mais aussi en tant que société, nos gouvernements devraient avoir dans leur plateforme électorale, ils devraient avoir des actions concrètes et des grosses actions. Il faut qu'il y ait des coups de barre qui soient donnés à un moment donné. À quelque part, on va être obligé. Bonjour à tous, c'est Valérie Lancette pour les capsules de l'environnement. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire un lunch de manière éco-responsable pour l'école de vos enfants. Super simple et je tiens à m'excuser pour mes cernes, c'est l'éclairage. C'est parti. Vous êtes prêts? Première étape!
La gourde, je vous apprends rien quand je vous présente la fameuse gourde qu'on peut remplir. La différence avec les petits jus que vous achetez à l'épicerie, c'est que ça, vous allez pouvoir l'utiliser toute la semaine. Pas de déchets, zéro déchet. On parle d'un lunch zéro déchet, rien qui va à la poubelle avec ça. Vous remplissez le soir, ça prend pas plus de temps que d'aller à l'épicerie, aller acheter une caisse de petits jus ou de bouteilles d'eau. Fait que celle-là, on l'aime. Elle coûte pas cher, elle est économique. L'eau du robinet, ça fait la job. Prochain objet. Tupperware, ça peut être une autre marque, là, voyons donc. Pour mettre la sandwich, les céréales, ce que vous voulez pour votre enfant, on met ça là-dedans, encore une fois, zéro déchet. Ce qui s'en vient va peut-être plus vous surprendre. Là, on va y aller avec un autre Tupperware pour continuer. Pour la collation, on évite les ziplocs. Vous lavez le soir, puis c'est économique. Vous pouvez mettre autant de grosseur de plat que vous voulez. Il y en a de toutes les sortes. Bon, ensuite, là, on parle des emballages. Parce que ça cause problème quand on va faire un lunch zéro déchet. Si on a des petits emballages de biscuits, là. Ça va à la poubelle, évidemment. Là, je peux pas dire à toutes les familles d'éviter là-dessus. Mais si on sauve déjà ces deux autres Tupperware, c'est déjà moins pire, on va se le dire. Sinon, la seule solution, c'est de cuisiner puis de mettre ça aussi encore, de faire des biscuits à mettre dans des plats ou des barres tendres ou des boules d'énergie à mettre dans des plats. Donc ça, c'est vraiment la solution qu'il y a. Parce que sinon, les collations, malheureusement, ils viennent en sachet directement si vous les achetez. Je dis pas qu'il faut couper sur toutes, mais si vous êtes capable de couper dessus, je suis contente. C'est un beau geste. Sinon, on ne commencera pas à se couper un bras. Si vous faites déjà un effort pour les Tupperware, c'est déjà très bon. Ensuite, des petits plats pour emmener les confitures, les ketchup, mayo, moutarde, relish, tout ce que votre enfant peut avoir de besoin. Au lieu d'emmener des petits plats en plastique qu'on jette après, bien pratique, ça se remplit bien. Vous le nettoyez après, ça vaut la vaisselle. Fait que, on a fait le tour là, des plats grosseurs, de ce qu'on peut mettre dedans. Alors, c'est peut-être quoi que vous faites peut-être pas tout le temps. Et là, je parle de la débarbouillette. Ça, souvent, le monde va soit mettre des débarbouillettes humides dans un ziploc pour pas perdre l'humidité, ou bien ce qu'ils vont faire, c'est mettre ça dans un essuie-tout. Mais savez-vous quoi? Il faut aussi mettre ça dans une guenille ou dans une petite débarbouillette. Vous allez pouvoir vous essuyer comme avec une débarbouillette humide que vous auriez mis, sauf que là, il y a zéro déchet. Vous mettez au lavage, c'est fini. Vous mettez les ustensiles à l'intérieur, puis vous ramenez tout ça à la maison. C'est pas plus long à nettoyer. Vous mettez ça avec votre brassée de lavage, puis vous sauvez sur les déchets. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, je pense que c'est pas quelque chose de compliqué. Je pense que vous le connaissiez déjà. Puis je pense que c'est quelque chose de rapide que vous pouvez faire. Je vous dis merci pour tous ceux qui vont apporter le changement. Puis à la prochaine! Oui, bien écoute, nous, on fait du jardinage, mon chum et moi, depuis toujours. On a élevé nos enfants avec des grands jardins. On a rapetissé. Maintenant, il nous reste à peu près le tiers de ce qu'on cultivait quand on avait les enfants. Alors, on a toujours eu, on est à peu près à 80% autonome au niveau des légumes. Fait qu'on fait de tout, là. On fait une grande variété de légumes. Beaucoup de tomates, bien sûr, des piments, des betteraves, des carottes, des panais, du siam, de l'édanam, des haricots. On fait tout, finalement, les salades. Puis, bien, on part ça de bonne heure, là. Mon chum, il est en retraite maintenant, fait que il fait tous les semis. Tous les semis. C'est que là, nous, quand on plante notre jardin, dans le fond, il est déjà vert. Parce que la saison est plus longue qu'elle a déjà été, mais encore. C'est un peu pour ça que les marchés publics n'ont jamais marché chez nous. C'est qu'on commence à avoir des légumes à la fin du mois d'août. C'est que c'est difficile de dire on va faire des marchés publics. On avait fait une expérience à la SGE, justement, de faire des marchés publics. Puis bon, ça a plus ou moins bien marché parce que les légumes y arrivent tard. Bien, ceci dit, pour faire les conserves, puis pour, nous, on a une chambre froide à l'extérieur, on a un congélateur, fait qu'on fait beaucoup de transformations à l'automne. Fait que ça nous fait une bonne partie de ce qu'on mange là, dans une année. Puis évidemment, bien, l'été, c'est l'abondance. Dans le fond, le jardin collectif, c'est un projet qui a été démarré par les Incroyables comestibles qui sont gérés par la SGE. Dans le fond, c'est un jardin, c'est pas comme un jardin communautaire où les gens peuvent venir se prendre une parcelle puis cultiver leurs légumes sur leur parcelle qui leur appartient. C'est vraiment un jardin où tout le monde peut venir
où les semences sont fournies. C'est sûr que les gens peuvent en apporter, mais nous, on fournit les semences. Dans le fond, les gens, ils n'ont pas besoin de venir quotidiennement sur un horaire fixe. Ils peuvent venir une seule fois, un minimum. Il n'y a pas de minimum de temps. C'est vraiment quand tu as le temps, quand tu peux, tu viens une fois. Après ça, tu as accès aux récoltes qu'il va y avoir à la fin de l'année. Les récoltes, ils sont séparés parmi tous les participants, tous ceux qui ont collaboré, qui ont donné un peu de temps au jardin collectif, que ce soit là, vraiment là, de l'aide avec moi ou juste du désherbage. Ils ont droit à leur récolte. C'est séparé de partie égale de ceux qui en veulent, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui vont venir chercher des récoltes. Puis c'est vraiment, il faut le demander. Ensuite, les restes qu'on a, c'est sûr que c'est pas tous les légumes qui vont être donnés aux bénévoles. Fait que les restes qu'on a, il n'y a pas de gaspillage. On va donner ça au garde-manger, qui est l'épicerie communautaire de Dolbeau-Mistassini. Donc, il n'y a aucune perte, puis c'est donné à ceux qui n'ont pas les moyens. Puis, dans le fond, le jardin, le but, c'est que c'est pas tout le monde qui a nécessairement le temps, l'espace, l'argent ou quoi que ce soit pour se faire un jardin chez soi. Parce que c'est sûr que ça prend du temps. Si tu travailles plus que 40 heures semaine, tu n'as pas nécessairement le temps d'avoir un jardin. Dépendamment, dans le fond, de ton quotidien, tu ne peux pas nécessairement en avoir un. Donc, le jardin collectif, ça peut permettre à n'importe qui d'avoir une alimentation saine, d'avoir accès à ces légumes-là, tout simplement. Le jardin collectif, ça a été implanté il y a 2 ans, comme je disais, par les Incroyables comestibles. Donc ça, c'est comme plein de petits projets, si je peux l'expliquer aussi. On a le verger collectif, il y en a une partie qui est ici. Donc ça, c'est vraiment des arbres fruitiers. Tout le monde peut venir s'en chercher aussi, l'entretenir s'ils veulent. Donc ça en fait partie. Sinon, on a aussi des bacs à jardinage qui sont un peu partout dans la MRC. Donc les endroits où les municipalités en veulent, on peut en mettre. Et éventuellement planter des légumes, tout le monde peut venir encore là, l'entretenir et se prendre des légumes gratuitement.